Salut les gens d'internet, je m'appelle Ludoc, je suis réalisateur. Vous me connaissez peut-être parce que j'étais réalisateur et co-créateur du Studio Bagel il y a quelques années sur YouTube. Et aujourd'hui, je réalise pas mal de documentaires sur ma propre chaîne, et notamment le prochain qui concerne la prise d'otage qui a lieu dans l'ancienne agence de Squeezie, Cyprien, là où il y avait tous les studios de tournage. Le 12 juin 2018, il y a eu une prise d'otage dans des studios de tournage que tout le monde connaît, impliquant des youtubeurs que tout le monde suit. Et personne n'en a entendu parler. En fait, beaucoup de gens dans les médias, à la télé, en ont parlé, mais sans vraiment savoir ce qui se passait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un gars qui est rentré, qui s'est fait passer pour un faux livreur, et qui voulait prendre en otage un créateur, un youtubeur, puisque c'était l'ancienne agence de Cyprien, de Squeezie, de Natou, de Norman, du Rire Jaune, de tous les plus gros youtubeurs de l'époque, puisqu'il y avait leur studio de tournage là-bas. Et il voulait rentrer et faire des dingueries, les obliger à poster des vidéos. Et voilà, ça commence comme ça. La BRI est intervenue, il y a eu un assaut qui a duré plusieurs heures. C'est parti très très loin. Et j'ai décidé d'en faire un documentaire parce qu'il y a pas mal de choses à raconter à la fois autour de cette prise d'otage, mais aussi tout ce qui s'est passé après. J'avais plusieurs messages à faire passer. J'avais un premier truc, moi, qui m'avait un peu rendu fou parce que j'avais suivi le truc en live, parce que forcément, c'était des copains qui étaient à l'intérieur et c'était des copains qui étaient visés. C'était un peu la responsabilité des médias et des gens sur les réseaux sociaux qui ont tendance à partager un peu trop d'informations publiquement sur la position de la police, sur des photos ou des vidéos qui donnent un peu trop d'indications aux gens, mais du coup forcément aussi aux preneurs d'otages, parce que potentiellement s'il allume la télé ou qu'il allume Twitter, il voit ce genre d'informations, et donc ça peut mettre en danger absolument tout le monde, donc c'est dangereux. Donc ça, je voulais en parler. J'ai aussi, moi, dans mon enquête, découvert un peu comment fonctionnait un hôpital psychiatrique, comment fonctionnaient les responsabilités pénales, tout ce qui est autour du déséquilibre mental. J'ai pu rencontrer des psychiatres, des médecins qui m'ont expliqué comment ça fonctionnait, et je trouve ça fascinant de comprendre comment ça fonctionne et d'arrêter de juste se faire des idées ou surinterpréter des choses. Et après, il y a plein d'autres sujets. J'ai parlé de trauma des otages aussi, de comment fonctionne une prise d'otage, comment un négociateur négocie aussi. J'ai aussi découvert le rôle de la... C'est bien parce que du coup, dans mes réponses, tu as des trucs en plus à chaque fois, comme tu es la dernière. J'ai aussi découvert le rôle, j'ai aussi découvert qu'il y avait une psychologue qui était avec les négociateurs, c'est un truc que je ne savais pas, ou quand on est en négociation avec un preneur d'otage ou avec quelqu'un, on a toujours une psychologue à côté qui peut aussi aider, qui peut essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête du preneur d'otage. Donc voilà, en fait, j'ai découvert plein de métiers de l'ombre dans ce type de situation, et je me suis dit, j'ai envie de les dévoiler. Ouais, c'est une petite anecdote marrante, mais je pense que ça ferait rire. J'ai commencé par interviewer des gens à la BRI, et j'avais réussi à trouver un joli décor pour l'interview. Et quand j'ai pu interviewer les gens des sapeurs-pompiers, et que je leur ai montré les images que j'avais déjà fait à la BRI pour les rassurer sur l'esthétique, ils ont vu l'image, ils ont fait OK, on va faire mieux, on va sortir un camion de pompiers. Et du coup, l'interview de Franck Bonnier, qui était adorable, on a fait vraiment une interview, on a déplacé un camion de pompiers pour qu'il soit dans le champ et pour que ce soit ultra esthétique. Parce que je pense qu'il y a eu une petite guerre d'ego entre police et pompiers, j'ai trouvé ça très mignon. C'était ultra sain, mais j'ai trouvé ça assez drôle, ce petit truc de on aura un meilleur décor. En fait, en 2018, enfin avec cet événement, je pense que c'est la première fois que les youtubeurs, ou en tout cas les gens du milieu, ont compris qu'ils pouvaient devenir des cibles. C'est la première fois où vraiment on était totalement ciblés, et c'est la première fois qu'on s'est rendu compte, en tout cas les youtubeurs se sont rendus compte que ils pouvaient devenir, comme ils avaient une certaine audience, ils devenaient des cibles comme pouvaient l'être des médias, des journalistes, tout ce genre de choses. Alors qu'à l'époque, on se posait pas du tout cette question. Toutes les agences, on pouvait rentrer, on toquait à la porte, on rentrait n'importe où. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait nous attaquer très facilement. Et du coup, du jour au lendemain, tout a été un peu verrouillé, rajout de garde du corps, de sécurité, de badge, etc. Donc je pense que c'est ça aussi. C'est une histoire qui est connue dans le milieu de YouTube un peu en interne depuis très longtemps. Et je pense que ça a rappelé aux gens qu'il fallait aussi faire attention à ce genre de situation. Malheureusement, en 2026, ce genre de situation peut encore arriver. On le voit d'ailleurs en ce moment avec beaucoup de gens qui sont dans la crypto, avec des gens qui réussissent à récupérer leur adresse et qui les prennent en otage et qui les obligent à se faire payer en crypto. En fait, c'est un truc qui peut arriver pour tout le monde, pour n'importe quel artiste, n'importe quelle personne qui a de la visibilité. Et aujourd'hui, ça l'est encore pour certains youtubeurs. Il y a encore des histoires de kidnapping, de coups de pression, de tentatives d'assassinat et tout, que ce soit en France ou même dans le monde, malheureusement. Je me suis rendu compte que moi, ce qui me plaît, c'est d'ouvrir les yeux un peu sur certaines choses, d'amener de la pédagogie sur des sujets qui sont pas souvent traités, ou alors qui sont traités, mais sur des plateformes que les gens sur Internet ne regardent pas, les jeunes générations. Et je me suis rendu compte que mon truc, en fait, c'est d'abord d'accrocher avec un pitch un peu accrocheur. Typiquement, je suis parti en Corée du Nord, j'ai traqué un pédocriminel, j'ai enquêté sur le preneur d'otages de youtubeurs. Ça, c'est l'accroche. Et derrière, moi, ça me permet d'amener plein de petits sujets de sensibilisation sur des sujets qui sont un peu plus difficiles à amener dans d'autres situations.
autour de la pédocriminalité, autour de l'histoire de la Corée, autour de ce preneur d'otages et de la santé mentale, etc. Donc je pense que c'est un peu mon format d'amener un truc un peu accrocheur, qui va être bien produit, bien réalisé, avec de la reconstitution pour vraiment s'immiscer, pour se dire, voilà, on va être dedans, on va être dans de l'action, ça va être à fond, mais on va quand même en sortir en apprenant des choses. Je veux me dire qu'à la fin, on en sort en se disant, on a envie de le partager, ou si on est un dîner de famille, on a envie de dire, Eh, j'ai vu ça, il faudrait qu'on fasse attention à ça, qu'on puisse partager ce genre d'informations pour sortir un peu grandi du truc. Le but, c'est pas juste de se dire, on va suivre une prise d'otage avec de l'action, on va voir, va peut-être y avoir des morts, des blessés et tout. Ça, dans ce cas-là, on va voir un film au cinéma d'action et c'est suffisant. L'idée, c'est d'en sortir en ayant appris des trucs. Ça dit que sur YouTube, maintenant, on peut faire à la fois des trucs avec zéro moyen, comme c'est toujours le cas, mais on peut aussi avoir maintenant des financements de plus en plus importants. Je pense qu'on est de plus en plus pris au sérieux. La consommation sur YouTube a aussi beaucoup changé. À une époque où les gens regardaient uniquement sur leur téléphone, maintenant, les gens acceptent de regarder dans un certain confort dans leur salon, sur un canapé, acceptent de se dire, ok, je vais passer 50 minutes ou 1 heure devant une vidéo. Donc à partir du moment où les gens sont prêts à regarder ce type de contenu et où les financements sont prêts à apporter des budgets, bah, nous, ça nous permet de faire des histoires encore plus grandes, encore plus folles, encore mieux racontées, encore mieux réalisées, encore mieux produites. Donc je trouve ça trop bien. Mais évidemment, ça n'est pas que... ça n'est pas que ça YouTube, on peut continuer à raconter des histoires sans forcément avoir des moyens de fou. Ah ouais, non, le but de l'avant-première, c'est vraiment faire kiffer. Il y a pas de financier entre MK2, YouTube et moi. C'est vraiment le truc de me dire, j'ai bossé pendant 1 an sur un projet, ça a de la gueule au cinéma et c'est une expérience qu'on peut totalement vivre dans une salle de cinéma. Et du coup, MK2 ouvre ses portes avec le partenariat avec YouTube, qui est donc le Ciné Club, pour effectivement bah, profiter et d'être dans les meilleures conditions pour voir ce type de contenu. Après, Trade Republic, c'est différent, ça permet de financer ce genre de projet pour justement, bah, typiquement, reconstruire le décor où a lieu la prise d'otage au centimètre près dans un studio. Si j'avais pas eu ce type de financement, j'aurais pas raconté l'histoire de la même manière, j'aurais pas pu être aussi ambitieux, j'aurais peut-être tourné dans un décor qui ressemble un peu, mais j'aurais pas pu être aussi précis dans la reconstruction. Moi, un des trucs que j'ai essayé de comprendre, c'est un truc que je vois beaucoup passer, et j'étais, je pense, un des premiers à me dire ça. Ce qui s'est passé après l'arrestation, c'est que il y a eu tout un épisode d'hôpital et d'infirmerie psychiatrique. Et moi, j'avais vraiment ce truc de me dire, ah ouais, les gens se font passer pour des fous pour éviter d'aller en prison. Et en fait, je vois ce message passer partout parce qu'il y a beaucoup de cas qui sont considérés comme irresponsables pénals, comme déséquilibrés, et beaucoup de gens sur Twitter, en commentaire partout, qui disent, ah ouais, il s'est fait passer pour un fou pour éviter la prison. Et c'est un des trucs que j'ai découvert. En fait, c'est pas aussi simple. Et en vrai, la prison, c'est quand même c'est en fait, c'est pas comparable. Et c'est très intéressant de comprendre le fonctionnement de comment on décide de quelqu'un qui va dans un hôpital et comment on décide de quelqu'un qui va dans une prison. C'est pas aussi simple que de juste se faire passer pour un fou pendant un examen. C'est des trucs qui peuvent prendre des années. J'ai rencontré des psychiatres et des médecins qui m'ont expliqué comment ça fonctionnait. C'est fascinant à comprendre le fonctionnement. Alors, le documentaire sort le vendredi 23 janvier. Ce sera le premier épisode. Et ensuite, c'est un épisode par semaine sur ma chaîne YouTube, Ludoc et l'UDOC.